Salutations, peuple de YouTube. Je vous retrouve chez Mystère. Donc, c'est un chat dont je prends soin pendant les vacances de ses parents, qui sont, enfin, son papa en tout cas, c'est un ancien collègue de mon mari. J'avais déjà pris soin de Mystère en décembre et en janvier, et donc ici on est jeudi le 1er août. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'un tarot qui est auto-publié. C'est le Mushroom Hunter's Tarot de Joe Buckley. C'est un tarot que j'avais vu, je pense, sur le site du créateur, il me semble, il y a déjà assez longtemps. Enfin, en tout cas plusieurs mois. Et je ne sais plus pourquoi je ne l'avais pas acheté. Je ne sais plus si c'est parce qu'il n'y avait pas PayPal sur leur site ou bien si c'est bêtement parce que j'avais trop dépensé à ce moment-là et puis je l'ai mis sur ma wishlist et je ne l'ai jamais recommandé par la suite. Toujours est-il qu'il me faisait vraiment très envie. Je pense que comme il venait des États-Unis, c'était cher ou compliqué. Enfin bon, je sais plus, mais toujours est-il que j'en avais très envie et j'avais pas su le commander directement au créateur. Et en fait, sur Kickstarter, le créateur a sorti un livre à colorier qui reprend les illustrations du tarot. Et bon, ça m'intéressait pas spécialement parce que je fais très peu de coloriage et j'ai déjà pas mal de livres, donc je pense que c'est pas très utile pour moi. Mais par contre, dans les autres possibilités de choses à commander sur son Kickstarter, il y avait le tarot. Donc je me suis empressée évidemment de le commander par là. Et après quelques mois, je l'ai reçu. Donc c'est un tarot qui date de 2022. Le site du créateur, c'est mushroomhunterstarot.com. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc à l'arrière, vous avez quelques illustrations. La boîte est dans les couleurs un violet très foncé et une sorte d'argenté. Et ce qu'on voit ici, donc c'est la même chose que le dos des cartes. Mon mari m'a demandé si c'était l'illustration d'un anus. Non, je ne m'y attendais pas à celle-là. C'est une. Enfin, je ne sais pas si c'est l'idée que c'est le dessous d'un champignon à lamelles ou bien si c'est une sporée. Donc, une sporée, c'est quoi? Vous savez qu'identifier un champignon, c'est loin d'être évident. Donc, une des manières d'avoir une information supplémentaire sur quelle espèce c'est d'avoir la couleur des spores. Pour faire ça, vous coupez le pied, donc vous gardez uniquement le chapeau. Vous le mettez sur un papier blanc le soir, vous le laissez reposer toute la nuit et le lendemain matin, vous regardez les spores qui sont tombés du chapeau. Et en fonction de la couleur des spores, ça peut vous aider éventuellement à choisir une espèce plutôt qu'une autre. C'est une des techniques en identification des champignons. Ils n'en parlent pas dans le manuel, donc je pense que c'est plutôt l'idée que c'est le dessous d'un chapeau, mais moi personnellement, ça m'a tout de suite fait penser à la sporée. Donc voilà, donc la boîte s'ouvre, c'est une boîte cloche, hein, elle s'ouvre tout simplement comme ceci. À l'intérieur, elle est complètement blanche. Et sur le côté, vous avez ces petits symboles qui sont en fait les 4 suites du tarot. Donc ceci, c'est les pentacles, les épées, les coupes et les bâtons. Je trouve ça très très élégant d'avoir comme ça les suites représentées d'une manière aussi épurée. Ça me plaît beaucoup. Je vais dire beaucoup de bien de ce tarot. Donc le dos, comme je vous disais, reprend la même illustration que sur la boîte. Les tranches étaient neutres et j'ai réussi à les faire dans un violet très très foncé en faisant 2 couches qui matchent vraiment super bien avec... Vous voyez, on voit pratiquement pas la différence. J'en suis ravie. Ça a très bien fonctionné. J'ai fait ça avec un des marqueurs de chez Action, donc la marque Twin Markers. J'ai plus en tête, je me demande si c'est pas le 71 ou le 72. Je vous mets ça ici en bas si jamais vous voulez trouver la référence. Que dire de ce tarot? J'en suis absolument ravie parce que, vous le savez peut-être pas parce que tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos, mais donc en plus d'être cartomancienne amateur, je suis mycologue. J'ai fait des études en biologie. J'ai fait ma thèse de master
dans le laboratoire de mycologie à l'université catholique de Louvain-la-Neuve, même si j'ai étudié à l'ULB, donc l'université de Bruxelles. Et j'ai fait 4 ans de recherche également à Louvain-la-Neuve, dans le même laboratoire, sur un autre, sur un projet complètement différent du projet de mon mémoire, mais également dans ce même laboratoire. Donc évidemment, les champignons, c'est quelque chose qui me parle énormément. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai étudié la biologie. Donc oui, vous imaginez que c'est un gros truc pour moi, j'adore. Après, je m'y connais pas spécialement plus que ça, dans le sens où être mycologue et savoir identifier tous les champignons comme le font les mycologues amateurs, ça n'a pas grand-chose à voir. Je dis pas ça du tout de manière péjorative, au contraire, j'ai énormément de respect pour les gens qui ont cette connaissance. Je trouve ça au contraire super cool. Ici, la personne qui a créé, cette vidéo va partir dans tous les sens. La personne qui a créé le tarot était amateur de champignons et c'est une de ses amies qui lui a donné l'idée d'en faire un tarot. Maintenant, honnêtement, c'est le nombre d'informations qu'il y a dans ce petit livret qui est tout fin. Ça paraît ridicule, ça paraît. Vous vous dites, oh, bah, c'est juste un livret basique sur le tarot. C'est une mine d'or. Sincèrement, c'est super intéressant. Je trouve que c'est vraiment un tarot intelligent, subtil, pas facile. Vraiment pas facile. Je pense pas que je le conseillerais pour un débutant. Je le conseillerais clairement pour un collectionneur. Je le conseillerais clairement pour un amateur de champignons ou de nature en général. Parce que des mycologues cartomanciens, je sais pas si on est des millions sur Terre. Hein. Si c'est le cas, faites-moi coucou, hein, je serais ravie de vous rencontrer. Mais voilà, ce jeu est ouf. Vraiment, vraiment, il est incroyable. Il n'est pas dans l'ordre parce que je l'ai déjà pas mal employé. J'ai fait toute la semaine ici, j'ai fait tous mes tirages avec lui. Il est vraiment pas facile. C'est pas un doudou deck. Ça, je dirais pas. Je dirais pas qu'il est doudou. Quand il doit dire un truc, il le dit. Hein. On va d'abord regarder le livret. J'ai pas énormément de temps, je pense que cette vidéo va partir en couille. J'ai été très étonnée par la qualité du livret dans le sens où rien n'est évident, rien n'est tape à l'œil. Je pense qu'il faut vraiment bien connaître le tarot pour comprendre la portée que peut avoir ce jeu. L'auteur dit lui-même que plus on travaille avec les champignons, plus on en apprend sur eux. Ça s'applique à tout en vrai, hein, mais ce jeu montre à quel point c'est vrai aussi bien pour le tarot que pour les champignons. C'est vraiment un travail remarquable. Il présente quelques petits tirages que j'ai pas encore essayé. J'ai fait d'autres tirages avec lui. Donc des tirages à une carte, tirage à 3 cartes, Toadstool Identification Spread, donc celui-ci qui est assez sympa, Golden Chanterelle Spread, celui-ci c'est vraiment plus dans une idée introspection que divination. Il y a une petite note sur les cartes inversées, une note de mise en garde disant de ne pas utiliser ce tarot pour essayer d'identifier les champignons dans le but de les consommer. Ce ne sont pas des illustrations suffisamment précises. Et puis donc pour chaque arcane, vous avez une page, comme ceci. Donc avec le nom de l'arcane, le nom du champignon en anglais, le nom du champignon en latin, et puis des informations sur le champignon qui sont, je trouve, passionnantes. On sent que la personne connaît vraiment bien les champignons. J'ai appris des trucs. Le créateur explique vraiment, c'est subtil, mais il explique vraiment pourquoi il a choisi tel champignon pour tel arcane. Et je pense que si vous ne connaissez pas du tout le tarot, c'est vachement chaud. Mais pour approfondir, voilà, j'ai l'impression que c'est un très très bon exercice et c'est très riche. Et ensuite, il y a une série de mots-clés. Ensuite, il y a des remerciements et une liste de livres qui sont recommandés par l'auteur
pour les champignons et pour le tarot. Voilà, ça paraît un tout petit guide de rien du tout, mais c'est vraiment ouf. Aujourd'hui, on est au coca original, parce que je me sens pas super bien, j'ai passé une très mauvaise nuit. Je suspecte une intoxication alimentaire. Donc le vrai coca, ça fait du bien au ventre et ça donne un peu d'énergie. Je suis pas sûre de savoir faire cette vidéo en un coup. En termes de qualité, les cartes c'est vraiment la taille classique d'un jeu de tarot, ce qui fait que c'est juste un poil trop grand pour que je puisse vraiment bien avoir le jeu en main et le manipuler facilement. C'est juste un milli-poil trop grand. Mais bon, c'est vraiment la taille classique pour un tarot. Les lames sont assez épaisses et assez rigides quand même. C'est une bonne qualité, hein, elles reprennent bien leur forme. Moi j'aime bien quand c'est un peu plus petit, un peu plus souple. Mais voilà, je pense que la plupart des gens considéreront que c'est une très bonne qualité. Et une chose qui est assez remarquable et vraiment caractéristique de ce tarot, c'est que donc, les champignons ont été représentés à chaque fois en gardant l'image classique de l'arcane. J'aimerais bien vous montrer le fou par exemple. On peut regarder ici le 6 d'épée par exemple. Vous voyez, on reconnaît le paysage du 6 d'épée, on reconnaît les couleurs, ou le 10 de pentacle. Vous voyez, le paysage derrière, ça a clairement un lien avec ce qui va être expliqué dans la carte, mais c'est le paysage du rider en fait. Donc c'est super intéressant la manière dont ça a été étudié pour qu'on retrouve vraiment le rider. Ici, vous avez le 8 de bâton, qu'on reconnaît évidemment. Le magicien. Vous voyez, c'est typiquement vraiment, c'est les couleurs du rider. On a même le cadre avec les fleurs. On va reconnaître les arcanes. Le fou, avec la falaise ici. Donc c'est vraiment, le travail a été remarquable d'un point de vue graphique et d'un point de vue recherche. Les champignons n'ont pas du tout été choisis au hasard. Il y a vraiment toujours un lien logique qui n'est pas toujours facile. Je ne sais pas si je vais me souvenir de tout. Je ne sais pas encore très bien comment je vais organiser cette vidéo. C'est bien, je la tourne déjà et je ne sais pas ce que je vais faire. Alors, on commence avec le 6 d'épée, qui est le Nyctalis porteur d'étoiles. Donc, c'est le petit champignon ici qui a au-dessus du grand champignon. C'est un champignon en fait qui pousse sur un autre champignon. Oh, bonjour Mystère. Vous avez vu sa queue passer. Oui, mon amour. On fait des bisous. Donc c'est un champignon qui pousse à partir d'un autre champignon. Donc c'est courant que les gens me demandent « Ah, c'est possible qu'un champignon pousse sur un autre champi ?» Et je leur réponds « Est-ce que c'est possible qu'un animal mange un autre animal ?» Oui, il y en a plein. Donc les champignons, c'est un règne aussi varié, si pas plus varié que les animaux. Donc oui, c'est tout à fait possible qu'un champignon mange un autre champignon. Pourquoi il s'appelle Nyctalis porteur d'étoiles? Parce que ses spores sont en forme d'étoile. Ici, on a le lactaire roux pour l'as de coupe. C'est un champignon qui peut se consommer plutôt sucré, qui a un parfum de cannelle. Alors, pour toute la suite des pentacles, on a non pas le genre des truffes, parce qu'il y a certains champignons qui ne font pas partie du genre tuber, mais qui sont associés aux truffes. Donc c'est vraiment le concept que toute la suite des pentacles tourne autour des truffes. Pourquoi les truffes? Je suppose parce que c'est quand même un des champignons les plus chers, pour lesquels les gens payent le plus d'argent en gastronomie. Moi, c'est pas spécialement quelque chose auquel je suis sensible. Déjà la gastronomie en général, et puis la truffe, c'est pas que je trouve ça mauvais, mais voilà, c'est pas un champignon qui me plaît plus que ça, personnellement. Et ici, si je me souviens bien, pour le 3 de pentacle, donc ici c'est le tuber macrosporum. Macrosporum plutôt, si je dis tuber, c'est macrosporum.
Je connais pas le nom en français. Euh, Comme ce sont que des truffes pour la suite de Pentacle, c'est quand même assez difficile parce que, bah, en gros, les truffes, elles ont toujours un peu la même tête. Donc ça rend le truc un peu plus compliqué. Alors pour le 8 de bâton, je me suis fait un, je me suis fait un kiff toute seule en me disant oh ils vont parler de la mérule donc Serpula lacrimans dans l'idée que quand elle commence à s'installer quelque part ça peut aller très très vite. C'est pas du tout ça. c'est donc c'est ce petit champignon jaune ici, c'est la trémelle mésentrique. Euh, Pourquoi ils l'ont choisi? Bah, les bâtons, ils ont choisi de, enfin, le créateur a choisi d'associer le bâton au balai, et c'est dans le folklore, on dit que ce sont des champignons qui apparaissent après qu'une sorcière ait jeté un sort. Alors, pour l'étoile, c'est un petit champignon en forme d'étoile qui en français s'appelle la géastre en sac. Je vous donne pas toutes les infos dans le livret hein, parce que sinon on va jamais s'en sortir et le but c'est pas que le but c'est que vous preniez le jeu s'il vous intéresse et que vous ayez encore des choses à découvrir évidemment. Euh, mais donc on mentionne dans le livret que il y a une vieille croyance qui dit que ce champignon apparaît là où des phénomènes surnaturels ont eu lieu. Pour le magicien donc c'est la manite tumouche. Donc ça a été choisi dans l'idée que c'est le champignon le plus emblématique de son règne au niveau du grand public. Parce qu'en général, dans les contes de fées, dans les histoires, quand on doit représenter un champignon, c'est ce champignon-ci que l'on représente. Et il est souvent associé à l'idée qu'il va se passer quelque chose de magique. Donc c'est le potentiel qui ouvre vers un monde féerique. Je trouve ça très poétique. Ici, c'est pour le fou, c'est la veste de loup perlée, dans l'idée que c'est un champignon qui relâche ses spores d'une manière assez spectaculaire, et donc dans l'idée qu'elle les envoie conquérir le monde. Pour la mort, nous avons Amanita bisporigera. Je ne sais pas si elle a vraiment un nom en français. En anglais, on l'appelle l'ange de la mort, si je ne dis pas de bêtises. Parce que c'est un champignon extrêmement dangereux, extrêmement toxique. Alors pour le 8 de Pentacle, donc on a cette notion d'expertise, donc dans l'idée des chiens truffiers qui sont capables de sentir où sont cachées les truffes, puisque les truffes poussent en général en sous-sol, enfin en dessous de la terre, et donc il faut être capable de savoir où creuser, et certains chiens peuvent être formés à ça. Je sais que les chiens les sentent beaucoup moins bien que les porcs, enfin les cochons et les sangliers. Mais c'est beaucoup plus facile de faire obéir un chien et donc de lui dire de ne pas manger les truffes que de faire obéir un cochon ou encore plus un sanglier. Donc voilà, c'est un compromis entre arriver à les trouver, mais arriver à ce qu'elles ne soient pas mangées par celui qui les trouve. Et entre nous, c'est celui qui les trouve qui a le droit de les manger. Ici, donc en latin, c'est tuber brumale. Donc je pense qu'en français, c'est la truffe d'hiver. Je suis pas sûre, mais voilà, vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Pour les personnages de cour, on a des humains. Enfin, ils ne sont pas tous humains à proprement parler, mais en tout cas des humanoïdes, on va dire. Pour la reine d'épée, on a donc la russule Xérampérine. Pour la lune, on a le faux hydne gélatineux qui a été choisi parce qu'il a une apparence onirique, improbable. Alors pour le chevalier d'épée, c'est un champignon très particulier qui ne pousse que au Texas et au Japon. En tout cas, il n'a jamais été observé apparemment ailleurs. Je ne le savais pas du tout. Mais je l'ai appris dans le livret. Je pense qu'en français, on peut l'appeler le cigare du diable. Donc c'est un champignon qui pousse au moment où il sort de terre, il a vraiment la forme d'un cigare hein, avec cette couleur brune. Et puis quand il arrive à maturité, pour libérer les spores, il s'ouvre en étoile. Pour la roue de fortune, on a le marasme des Oréades
qui est un des champignons qui pousse dans cette forme très particulière qu'on appelle les... En anglais, c'est rond des fées, en français, c'est rond de sorcière. Et c'est une bonne carte dans l'idée que c'est pas juste la forme ronde que prend la colonie des champignons. Il y a vraiment des éléments très intéressants qui sont développés dans le livret. Je ne vais pas vous lire le livret parce que c'est pas le but. Mais voilà, c'est une des cartes qui est vraiment un bon exemple de l'intelligence de ce jeu. Après, la plupart des cartes sont choisies avec énormément d'intelligence. Il y a juste quelques cartes où le lien ne m'a pas beaucoup parlé, mais c'est vraiment des exceptions. Alors pour la tempérance, c'est le Ganoderma lucidum, qui est en médecine chinoise, c'est un champignon qui est extrêmement utilisé, qui a beaucoup de propriétés. Et les Ganoderma, c'est un peu spécial pour moi parce que c'est le genre sur lequel travaillait mon encadrant de mémoire. J'ai essayé de faire un doctorat avec lui, mais malheureusement, on n'a pas eu les fonds. Mais ça aurait été dans l'idée de retravailler la taxonomie de tous ces champignons. Parce qu'il faut savoir qu'avant de pouvoir extraire potentiellement pour des médicaments des substances des champignons, il faut d'abord être capable de bien les identifier. Donc la taxonomie et la nomenclature, donc l'art d'identifier et de classifier les êtres vivants, c'est vraiment une branche de la biologie qui est peut-être pas la plus sexy. Enfin moi perso c'est ce qui m'éclate le plus, mais peu de gens s'y intéressent. Mais c'est vraiment un travail de fond qui est très très important pour pouvoir après faire d'autres choses. Malheureusement, je n'ai pas eu les sous pour faire cette recherche. Je vais devoir m'interrompre ici. On n'a pas fait beaucoup de cartes encore, mais je vais au cinéma avec mon mari et des collègues ce soir. Donc, je dois absolument y aller. Donc, je vous retrouve probablement demain pour continuer ça. Mais donc, j'aurai un autre t-shirt, vous vous en foutez. Je serai peut-être à un autre endroit de l'appartement. On verra ça demain. Voilà, on est le lendemain, donc ici on est vendredi le 2 août. Je vous retrouve cette fois-ci avec un Dr Pepper. Je crois que de toutes les boissons, c'est celle que je préfère. On est reparti. Donc le 4 de Pentacle, c'est la truffe noire asiatique. Et donc elle a été choisie parce que elle ressemble très fort à une autre truffe qui est beaucoup plus savoureuse et donc beaucoup plus chère. Donc c'est un peu la truffe de la déception, disons. Quelque chose comme ça. Pour le set de bâtons, c'est pas toujours évident de voir. Par exemple, ici, le bâton, c'est juste une ligne. Hein. Donc, on peut se dire, ah, c'est le chariot, et le nombre est souligné, mais non, c'est le set de bâtons. Je vous le dis parce que moi-même, je me suis posé la question, et puis j'ai été voir dans le livret, et je me suis dit, mais le nom ne correspond pas du tout à ce que je vois. Il faut être assez observateur. Donc le set de bâtons, c'est le claver. J'ai oublié maintenant ce que c'était le nom en français. Claver en pilon. Et donc il pousse souvent en groupe. Et donc l'auteur s'est dit que c'est un peu comme s'il gardait quelque chose, comme s'il gardait un territoire secret. Donc pour le 6 de bâton, donc en latin c'est Marasmius haematocephalus. J'ai pas trouvé de nom en français, donc l'équivalent, enfin, la traduction en français du mot en anglais, ce serait le parachute mauve. Mais bon, je sais qu'en anglais, ils ont souvent des noms beaucoup plus imagés. Je pense que si on devait faire une traduction française, ce serait quelque chose comme marasme, marasme sanguin ou un truc du genre. Donc ils ont été choisis pour le 6 de bâton parce que ils sont capables de résister sous forme desséchée à des très longues périodes de sécheresse et puis de revenir à un état de croissance une fois que les conditions sont meilleures. Donc c'est vraiment la réussite dans l'adaptabilité. Pour la maison Dieu, c'est un champignon très particulier que j'ai eu l'occasion de voir en vrai, pas sur une fourmi comme c'est illustré ici, mais sur un scarabée. Donc c'est un champignon parasite, parasite d'insectes qui se développe dans l'insecte et puis qui
qui lui fait adopter un comportement qui fait que le champignon est dans des bonnes conditions pour grandir. Et puis, en fait, il colonise complètement le corps de l'insecte jusqu'à le mener à sa mort, uniquement pour pouvoir lui grandir et puis disperser ses spores. Donc c'est vraiment un parasite, puisqu'il nuit à la vie et surtout à la reproduction. Même si, bon, ici, une fourmi, c'est un insecte social, donc c'est encore différent, mais c'est un parasite, ça c'est sûr. Euh, il nuit à la vie, à la santé en tout cas, de l'insecte. Donc de manière générale, c'est les cordyceps qui font ça. Ici, je n'ai pas son nom en français, mais donc en latin, c'est Ophia cordyceps unilateralis. Et en anglais, on l'appelle zombie ant fungus, donc les champignons des fourmis zombies. Pour le 9 de bâton, c'est le Podaxis pistillaris. J'ai pas de nom en français. C'est le coprin du désert, peut-être, on pourrait dire. Euh, donc, il pousse, comme son nom l'indique, dans des régions désertiques. Et contrairement aux autres coprins, une fois qu'il a passé la maturité, il ne se transforme pas il ne se dissout pas. Il est capable de rester très longtemps, même sous un état desséché. Donc c'est vraiment dans l'idée de... vous voyez, hein, le 9 de bâton, c'est ce personnage désespéré qui lutte, qui est acculé, mais qui continue de lutter. C'est pas toujours évident de comprendre le lien. Il faut toujours être un peu concentré, et je pense qu'il faut quand même bien connaître le tarot. Après, je suis pas la plus grande experte du monde, hein, mais si on prend le temps d'essayer de creuser cette subtilité, personnellement, je trouve que c'est fantastique. Donc, pour le page de bâton, c'est la colibri à pied velouté, qu'on appelle aussi enoki, qui est un champignon qui est plutôt assez couramment cultivé parce qu'il est fort utilisé en cuisine. Et donc l'idée c'est que la petite fée étant très espiègle, au lieu de chercher les champignons par elle-même, eh bien, elle va se servir dans une culture. Il y a comme ça quelques personnages de cour qui sont des êtres merveilleux. Là voilà, un des autres êtres merveilleux, le roi de bâton, avec Amanita gemata, je dois vérifier ce que c'est en français. C'est la manette jonquille, donc qui est un champignon qui est très dangereux à la consommation. Et l'idée ici, c'est que le personnage ne vient pas pour le manger, mais qu'il cherchait un trône. Alors pour le 3 de bâton, je crois que c'est Turkey Tail en anglais, et donc en français, je me demande si c'est pas le Polypore versicolore. Non, c'est le Trametes versicolore. Donc c'est un champignon qui est utilisé pour booster le système immunitaire, donc en tisane, mais on peut aussi prendre un petit morceau et le chiquer, donc vraiment l'utiliser comme un chewing-gum. Alors pour l'empereur, on a le cep de Bordeaux, donc Boletus edulis. Avec son nom anglais, c'est encore plus flagrant puisque en anglais c'est King Bolete, donc c'est un peu le roi des champignons. Donc pour l'empereur, ça paraît assez logique. C'est un des champignons qui est le plus courant, le plus recherché aussi parce que il est vraiment apprécié. Mais il ne peut pas être cultivé de manière industrielle. Et donc le rapport avec l'empereur, c'est que comme on ne peut pas le cultiver, les zones où on peut le trouver sont extrêmement précieuses. Et donc c'est vraiment l'idée d'être propriétaire de la terre où on peut le trouver. Pour la force, ils ont choisi l'hydne hérisson. Faut savoir qu'en anglais, c'est pas hérisson, c'est lion, c'est lion's mane. Donc quand on sait son nom en anglais, évidemment, on comprend tout de suite pourquoi la force. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que apparemment, il contient des substances qui peuvent être utiles dans le traitement des maladies du cerveau, notamment Alzheimer.
Pour le 2DP, c'est Omphalotus japonicus. Je ne sais pas s'il y a un nom en français. Donc c'est un champignon qui est phosphorescent, c'est-à-dire que de jour, il ne ressemble pas du tout à ça, mais il est capable d'accumuler la lumière du soleil. Et puis la nuit, eh bien, il luit. Et on peut le voir de très très loin, donc c'est assez impressionnant, c'est magnifique. J'en ai jamais vu en vrai, mais je pense que ça doit être incroyable de tomber là-dessus. Et en fait, il faut savoir qu'il est responsable de beaucoup d'empoisonnements au Japon parce que je pense que celui-là euh, est dangereux, mortel, mais physiquement, en dehors du fait que la nuit il luit, il ressemble beaucoup à d'autres champignons qui, eux, sont mangés. Donc on a cette idée de dilemme hein, du 2DP, de ne pas savoir choisir entre deux possibilités. Donc est-ce que c'est celui qui est mangeable ou non? Pour le monde, on a l'armière sombre qui est... donc c'est il faut avoir conscience que ce qu'on considère nous comme les champignons, en fait ce n'est que l'organe qui permet de disséminer les spores. La plus grande partie du champignon, c'est le mycélium. Donc ce sont une sorte de fin filament blanc qui pousse sous la terre pour collecter l'eau et les nutriments. Et ce champignon-là en particulier est connu pour être un des champignons les plus vieux et les plus grands, dans le sens où on a un même organisme sur des milliers, des milliers, des milliers de kilomètres et qui est estimé de probablement dater d'avoir plus de 1000 ans. Pour l'as de bâton, c'est la morue commune. Et apparemment, je ne savais pas du tout parce que c'est pas quelque chose que je pratique, mais il y a un peu une tradition chez les chercheurs de champignons, c'est de graver une morue sur leur bâton de marche. Pour le 5 de bâton, on a l'Anthurus d'Archer, qui est un champignon extrêmement étrange. Ça va, mystère? Donc l'Anthurus d'Archer, c'est un champignon extrêmement étrange, qui est évidemment très facilement reconnaissable, et qui, une fois qu'il est à maturité, donc une fois qu'il est capable de disséminer ses spores, il sent extrêmement mauvais. Donc il sent la chair en putréfaction pour attirer les mouches, parce que ce sont elles qui vont disséminer les spores en venant sur lui, vu qu'il sent quelque chose qui les intéresse. Et puis, elles vont aller ailleurs, et donc elles vont disséminer ces spores un peu partout. Pour le 5 de coupe, c'est l'oreille de Judas. Donc, c'est un champignon qui ressemble à une oreille. Et la tradition voudrait que c'est un champignon qui aurait poussé à l'endroit où Judas s'est pendu après avoir trahi le Christ. Et donc, c'est l'idée que c'est associé au fait d'être, à la culpabilité, au regret, à la dépression et à la failure, donc l'échec. Pour le 9 de Pentacle, il a choisi la truffe de la Saint-Jean, qui est un champignon qui a apparemment des saveurs vraiment qui lui sont propres et qui seraient peut-être liées aux conditions dans lesquelles il pousse. Pour le 10 d'épée, on a la manite phalloïde, qui est probablement l'un des champignons les plus dangereux, les plus mortels qui existent. Pour le 9 d'épée, c'est le mycène à pied rouge qui, lorsqu'il est coupé, laisse s'écouler un exsudat rouge, donc qui ressemble évidemment à du sang. Pour le page de Pentacle, je ne sais pas comment on dit en français. En latin, c'est Tuber lioni, peut-être la truffe de Pécan. C'est une traduction du mot anglais. L'idée, c'est qu'on peut être amateur de champignons à tout âge, et donc même en étant très jeune. Pour le pape, donc ils ont choisi un psilocybe, je sais pas, je ne connais pas son nom en français, en latin c'est Cyanescens. Je pense que c'est vraiment un des plus communs. Et il faut savoir que donc c'est un champignon hallucinogène, et le principe des drogues hallucinogènes via les champignons, c'est que ça crée des connexions neuronales supplémentaires qui n'existent pas en temps normal quand on n'est pas sous champignon.
je ne vous incite absolument pas à consommer de la drogue, mais c'est vraiment un type de drogue très particulier. Et donc, ce champignon-là en particulier est utilisé ou a été utilisé dans des rituels pour avoir une compréhension plus profonde, plus spirituelle des choses. Pour l'as de pentacle, c'est la truffe blanche qui est le champignon apparemment qui se vend le plus cher au monde. Mystère n'arrête pas de pleurer parce que en fait il y a une terrasse et elle a été sécurisée, plus ou moins sécurisée. Donc je pensais que je pourrais aller avec lui sur la terrasse, mais en fait il y a une faille à la sécurité qui a été mise. Et donc son papa m'a clairement demandé de ne pas aller avec lui sur la terrasse en ce moment, parce qu'il doit resécuriser le truc. Mais donc il a pris l'habitude d'y aller et il comprend pas pourquoi il ne veut plus y aller. Donc c'est un peu dur. Il pleure beaucoup. Pour le 10 de pentacle, c'est la truffe noire qui est le second champignon le plus cher, le plus recherché, le plus apprécié. Et que l'on peut cuisiner apparemment de plein de manières différentes, qui est toujours délicieux. Pour l'impératrice, c'est la pleurote rose, qui est un champignon qui, en plus d'être très beau de par sa couleur exceptionnelle, est apparemment très facile à cultiver. Je suis désolée, je ne rentre pas plus que ça dans les détails. Il y a plein de choses qui sont expliquées dans le livret, mais je ne veux pas une vidéo qui dure 4 heures non plus. Et comme ça, vous aurez aussi des choses à découvrir vous-même dans le livre, parce que le but, c'est pas de refaire tout le livre en vidéo. Pour le 2 d'épée, on a le polypore incrusté, qui est utilisé en Sibérie et dans le nord de l'Europe depuis des siècles et des siècles en thé médicinal, enfin en infusion médicinale, et qui apparemment serait utile dans le traitement du diabète, du cancer et des maladies de cœur. Alors pour le jugement, on a la trompette de la mort. Oui mon ange. Donc pour le 2 de coupe, c'est le lantin du chêne, qui est plus connu sous le nom de shiitake, qui est un des champignons les plus consommés dans le monde et qui aurait aussi une série de propriétés médicinales, comme un peu tous les champignons dans la médecine traditionnelle chinoise. Pour le 3 de coupe, si je ne dis pas de bêtises, c'est Agaricus bisporus, donc le champignon de Paris. Et ils ont choisi de représenter, je ne sais pas du tout si c'est connu du grand public. Moi, je connais cette collection de bocaux. Il y a tous des articles de vaisselle qui sont sortis avec ces illustrations de champignons dans les années 70, je crois. Est-ce qu'ils en parlent dans le livret? Oui, de 70 à 87. Et donc, c'est plus des choses qui sont commercialisées neuves aujourd'hui, mais les amateurs continuent à beaucoup aimer ces collections. Pour la justice, on a le matsutake, donc logiquement en français c'est le champignon du pain, donc qui est vendu à des prix incroyables au Japon. C'est un champignon qui est extrêmement apprécié, mais à tel point que il y a des endroits où il est en danger parce que les gens le cueillent trop. Et c'est aussi un des premiers organismes vivants apparemment à avoir recommencé à pousser spontanément après la catastrophe d'Hiroshima. C'est ce que dit le livret. Je n'étais pas du tout au courant de ces infos. Et donc c'est dans l'idée que ça nous rappelle que chaque action a des conséquences. Pour le pendu, on a un autre psilocybe, donc c'est le Psilocybe mexicana, donc j'imagine le psilocybe du Mexique en français. Donc comme je vous disais, les psilocybes ont la capacité de former des liens dans le cerveau qui n'existent pas sans l'action de ce champignon. Donc là tout de suite on pense à de nouvelles perspectives, de nouvelles manières d'entrevoir le monde. Donc on n'est pas très étonné de le retrouver pour le pendu. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc, évidemment, suite à ça, il y a un potentiel énorme en médecine pour l'utiliser, pour lutter contre la dépression, l'anxiété, les addictions, les traumatismes et les problèmes
psychologiques ou psychiatriques. Apparemment, en 2020, l'Oregon a été le premier État à légaliser l'utilisation de la psilocybine, donc la molécule responsable, enfin la drogue contenue dans le champignon, à des fins thérapeutiques. Pour le 10 de coupe, donc c'est un champignon très particulier qui ressemble à un petit nid d'oiseau, mais après il faut avoir conscience que c'est vraiment minuscule. Donc en français on l'appelle le cyathe strié, en anglais c'est fluted bird's nest, donc de nouveau c'est plus flagrant en anglais. Quand je dis que c'est minuscule, c'est que donc, cette petite coupe ici ça fait 10 mm, donc 1 cm de large, donc c'est vraiment tout petit. Et évidemment, ça fait penser à, comme c'est un nid d'oiseau, c'est une petite famille qui s'installe. Donc voilà, clairement, le 10 de coupe, ça a du sens. Pour le 4 de bâton, c'est la dermatose des russules. Donc techniquement, c'est pas un champignon, c'est un parasite qui donne à un champignon, enfin aux russules du coup, et aux lactaires, cette couleur caractéristique. Plutôt orangé, en anglais on l'appelle lobster mushroom, donc le champignon homard. Et il faut savoir que ce parasite rend un champignon qui n'avait pas spécialement de goût intéressant, apparemment il le rend délicieux. Pour le 4 de coupe, c'est l'Urnule cratériforme, qui n'est pas toxique mais qui apparemment n'est vraiment pas spécialement bon. Et c'est rigolo parce que dans le livret, il parle d'un auteur donc, qui s'appelle Michael Kuo, qui dit l'Urnule cratériforme n'est pas aussi mauvaise que je pensais que ce serait. Et je trouve ça tellement drôle dit comme ça. On peut se dire que le gars a du courage en tout cas. Pour le 2 de pentacle, c'est la truffe de Bourgogne, qui est particulièrement connue pour son association de type mycorhize avec des plantes. Donc la mycorhize, le principe c'est que c'est l'association entre une plante et un champignon, de manière à ce que les deux poussent mieux quand ils sont ensemble que quand ils sont séparés. Il faut savoir que la plupart des plantes sont mycorhizées. La plupart tous les champignons n'ont pas besoin des plantes, mais en fait la plupart des plantes ont besoin des champignons. Je ne sais pas si vous l'entendez, à mon avis ça fait un potin monstrueux, mais en un coup il y a énormément de vent et tout à coup il pleut vraiment très 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 fort. Oui, Mystère. Il arrête pas de pleurer pour que je le fasse sortir, mais je peux pas. Pauvre petit chat. Je vais continuer quand même, j'espère que c'est pas trop dérangeant. Pour le 7 d'épée, on a la Gyromitre fosmori, qui apparemment cause pas mal d'empoisonnement parce qu'elle est confondue avec d'autres champignons qui, eux, sont comestibles. Donc c'est très logique pour un 7 d'épée. Pour le page d'épée, on a la veste de loup. La veste de loup géante, qui est, si je ne dis pas de bêtises, je pense me souvenir de l'avoir lu, c'est l'organisme qui a la plus grande progéniture au monde. Parce qu'une seule veste de loup, bon c'est gigantesque, hein, mais une seule veste de loup peut donner 7 trillions. Donc je pense que c'est des millions de milliards de spores. Donc j'arrive même pas à voir ce que ça fait, c'est 10 exposant 12, mais c'est beaucoup. Pour le page de coupe, on a la Pésise écarlate, donc c'est des toutes petites coupes comme ceci qui ont une couleur magnifique entre le rose et l'orange. En Angleterre en tout cas, c'est énormément utilisé en décoration, même si c'est un champignon dans l'absolu qui est mangeable. Pour le 5 de pentacle, on a la galère marginée, qui ressemble à beaucoup de champignons qui sont non seulement comestibles mais aussi très bons. Hein. Ça ressemble un peu à tout ce qui est truffe. Mais elle est vénéneuse. Donc c'est une grande déception de tomber sur ce champignon. Pour le roi d'épée, on a, je pense qu'on dit la chanterelle blanche en français. Pour le chevalier de coupe, on a le tricolome chevalier qui apparemment au Moyen-Âge était réservé aux chevaliers.
Mais en soi, il valait peut-être mieux être un paysan parce qu'aujourd'hui, il y a de grands débats sur sa toxicité ou non. La reine de coupe, c'est le cep des reines. Et je trouve que cette carte est magnifique. D'habitude, la reine de coupe, c'est pas celle que je préfère. Mais ici, je trouve que toute cette notion de douceur et de bienveillance, on le retrouve complètement dans cette illustration. Pour le 6 de coupe, on a, je n'ai pas le nom en français, le nom en latin c'est Cuccheina Speciosa. En anglais, l'équivalent c'est une coupe de champagne rose. Donc ça a été choisi pour son aspect rigolo, enfantin, qui prête à sourire évidemment. Pour le 7 de coupe, on a le Chlorociboria aeruginascens. J'ai pas non plus de nom en français, donc en anglais c'est la coupe des elfes vertes ou la, comment on peut dire, blue stain fungus, donc le champignon à teinte verte. Donc il a été choisi ici pour le set de coupe parce que par rapport à sa couleur, c'est évidemment un champignon qui a été utilisé en décoration au XIVe siècle et qui évidemment donnait un style très décalé, très différent de par sa couleur. Pourquoi pour le set de coupe? Parce que le set de coupe c'est aussi une... Allez, de par cette idée d'indécision, on peut aussi aller sur l'idée de la fantaisie. Et d'où voilà cette décoration originale. Pour le chariot, on a le coprin chevelu qui, comme je vous le disais pour une autre carte, une fois arrivé à après la maturité, en fait, il fond complètement et il devient une sorte de liquide noir qu'on peut utiliser comme de l'encre. Et d'ailleurs, il y a, peut-être moins aujourd'hui, ou alors plus pour vraiment pour profiter de l'expérience, mais à une époque, des mycologues et des botanistes utilisaient de l'encre de coprin pour faire leurs illustrations. Je trouve ça absolument génial et je pense que j'aimerais vraiment bien essayer de faire ça moi-même un jour. Pour le 3 d'épée, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est l'Idzne de Peck. Donc c'est un champignon qui a toutes des qui a l'air d'être perlé de sang, qui a vraiment ce look comme vous le voyez. Pour les amoureux, l'auteur a choisi le pied bleu, qui va de bleu à violet selon son degré de maturité. Pour le roi de coupe, c'est la Pésis couronnée, qui n'est plus considéré comestible. Non pas que c'est le champignon en lui-même qui est dangereux, mais en fait, et ça c'est le cas de beaucoup de champignons, elle a tendance à accumuler les métaux lourds. Et donc, c'est le fait de pomper des substances toxiques dans le sol qui rend le champignon dangereux à la consommation, plus que réellement une substance qu'il produit par lui-même. Pour le chevalier de Pentacle, j'adore le look du personnage. Et le champignon qui est représenté ici, donc c'est la truffe thaïlandaise. En tout cas, je pense que c'est comme ça qu'on peut le traduire en français. Donc c'est un champignon qui a été découvert, décrit relativement récemment, en 2014, donc ça fait tout pile 10 ans. C'est assez courant qu'on continue à décrire de nouvelles espèces. Les gens ont l'impression qu'on connaît tout, mais absolument pas. Il y a encore énormément de travail à ce niveau-là. Et donc c'est dans l'idée, comme il a été décrit récemment, donc ça a été évidemment un gros travail parce que décrire une nouvelle espèce, c'est un travail gigantesque. Je le sais puisque c'est ça que je faisais. Et donc ça représente évidemment le travail, la routine, l'application, la patience. Pour le 5 d'épée, on a la galère marginée. Pourquoi ce champignon? Parce qu'il ressemble beaucoup à d'autres champignons qui sont comestibles, mais la galère marginée est mortelle. Et donc c'est vraiment l'idée de la trahison, tout simplement. Pour le 6 de Pentacle, on a la truffe blanchâtre, qui est aussi parfois appelée la truffe du pauvre, parce qu'elle est beaucoup moins chère, parce que beaucoup plus commune que d'autres truffes qui sont évidemment à des prix incroyables.
mais elle est quand même assez savoureuse. Pour le 8 d'épée, on a ce champignon très très étrange qu'on appelle, enfin il a plusieurs noms différents, mais j'aime bien le nom cœur de sorcière, qui ressemble à une petite cage. Donc pas besoin de vous expliquer pourquoi ils l'ont pris pour un 8 d'épée. Pour le diable, on a, je pense que c'est la morue commune. Donc c'est un champignon du printemps qui en général qui fait la joie des amateurs de champignons, puisque c'est une période où ils peuvent recommencer à chercher certains champignons particulièrement savoureux. Et donc c'est synonyme évidemment de grand plaisir, mais qui dit plaisir dit aussi addiction. La reine de Pentacle, elle est très belle aussi, je trouve. Donc le champignon, c'est la truffe de Chartreuse. Apparemment, c'est un champignon qui pour le moment gagne en popularité, qui n'était pas spécialement apprécié ou connu avant, mais qui est de plus en plus apprécié et qui a apparemment un goût vraiment assez particulier, et notamment qui rappellerait un peu le goût de l'ananas. Et donc je vous avoue, ça m'intrigue énormément parce que l'ananas, c'est un de mes fruits préférés. Donc oui, je fais partie de ces gens qui mettent de l'ananas dans tout, y compris sur les pizzas. En même temps, étant belge, j'adore la mayonnaise et donc je fous de la mayonnaise dans tout. Donc je suis vraiment vraiment pas ce qu'on peut appeler une gastronome, mais moi ça me va très bien comme ça. Pour le 8 de coupe, c'est la chanterelle violette, qui apparemment est un champignon extrêmement, enfin, forcément extrêmement beau, hein, on s'en doute, une chanterelle violette c'est particulièrement impressionnant. Euh, et qui est assez bon, mais qui a eu trop de succès et donc qui est apparemment vachement en danger. Et donc ils l'ont choisi pour le 8 de coupe dans l'idée, un peu l'idée de savoir mettre ses limites. Je trouve que c'est pas complètement intuitif pour un 8 de coupe, mais j'entrevois le lien. Pour le soleil, ils ont choisi la girole, qui est évidemment un champignon extrêmement populaire pour les amateurs de champignons, qui est très impressionnant, très beau et très bon. Pour l'ermite, il a choisi le bolet pomme de pin, qui est un champignon qui apparemment pousse relativement tout seul. C'est pas comme beaucoup de champignons où quand on en voit un, potentiellement on en voit 50 autour. Là, c'est vraiment en général des spécimens relativement uniques. Alors donc pour le 10 de bâton, c'est le Podostroma cornudamae. Je pense qu'on peut dire corail de feu. J'ai pas trouvé son nom en français, mais je pense que ça a du sens de l'appeler comme ça. Apparemment, c'est un champignon qui est extrêmement dangereux, ne serait-ce que par contact. Il faut savoir qu'il y a en fait très très peu de champignons qui sont dangereux juste en les touchant. Je sais que en Belgique, et je suppose qu'en France c'est la même chose, on a vraiment cette culture de dire aux enfants, surtout ne touche pas les champignons, c'est dangereux. C'est pas plus mal parce que du coup on leur fout la paix, mais la plupart des champignons, c'est pas spécialement dangereux de les toucher. C'est juste que on le dit, dans nos pays, on le dit aux enfants parce que après c'est difficile de leur dire oui, mais si tu as touché un champignon, tu ne peux pas mettre tes mains en bouche parce que voilà, ça c'est plus long, hein, c'est plus complexe à gérer pour un petit enfant, donc on préfère dire ne touche pas du tout, mais il n'y a pas spécialement de raison autre que celle-là. Et c'est vraiment très culturel, hein. Par exemple, vous allez par exemple, en Finlande, ils ont vraiment un autre rapport aux champignons et la plupart des gens identifient un très très grand nombre de champignons, comme ça, de mémoire, de tête. Donc c'est vraiment très culturel. Euh, c'est assez frappant la différence. Mais donc ce champignon-là, le corail de feu, celui-là, il faut vraiment pas le toucher parce qu'il peut générer de l'inflammation, des problèmes de peau, donc de la dermatite. Ils disent dans le livret, juste le fait de le toucher ne va pas vous tuer, mais ça peut poser quand même des problèmes de santé. Pour le 9 de coupe, on a la Bisporelle citrine, qui est un champignon de très très petite taille, mais qui forme des bancs assez exceptionnels, assez remarquables de par la couleur, parce que c'est vraiment un jaune pétant. C'est très facile de l'identifier, c'est très facile de le voir, et c'est évidemment d'une très grande beauté. Pour la reine de bâton, on a le claver en chandelier, qui ressemble étrangement et étonnamment à un corail.
C'est un champignon qui pousse très lentement, donc en général, on ne peut pas vraiment le consommer dans le sens où il n'y a pas du tout de quoi faire un repas avec ce qu'on trouve. Mais c'est l'idée que rien n'est impossible pour la reine de bâton. Pour l'as d'épée, c'est le Ganoderma aplanatum. Je pense qu'en français, on peut dire Ganoderme aplani, mais c'est un des champignons dont parlait énormément mon encadrant de thèse de master. Et donc, pour moi, non, c'est le nom en latin. C'est pas possible de le traduire en français. Donc, comme on le voit ici, c'est un champignon qui apparemment est très facile à graver. Et vu que c'est un champignon pérenne, donc c'est un champignon qui est très très dur, qui reste au fil des ans et qui pousse. C'est le même champignon et simplement d'une année à l'autre, il sera plus grand. On peut aussi compter le nombre d'années avec les cercles, un peu comme on le fait quand on coupe un arbre. Et qu'on compte les années avec les cernes de bois. Ensuite, pour le chevalier de bâton, c'est le Psilocybe cubensis. Je ne sais pas comment on dit en français. Donc c'est un psilocybe, donc c'est de nouveau un champignon hallucinogène. C'est le champignon hallucinogène le plus consommé dans le monde. Et apparemment, il y a des chercheurs qui estiment que c'est un des champignons qui serait entre autres responsable de l'expansion de l'humanité, puisque, comme je vous disais, la psilocybine crée des nouvelles connexions neuronales, donc donne en clair des nouvelles idées, des idées folles, des idées incongrues, et ça pourrait être en partie ce champignon qui a permis à l'humanité de développer autant de choses. Pour la grande prêtresse, ou la papesse, ils ont choisi le polypore des teinturiers, qui est un champignon qui fait beaucoup de ravages, donc qui est vraiment destructeur, mais qui apparemment est connu aussi pour développer son mycélium pendant un long moment, donc vraiment abîmer énormément les structures en bois avant de fructifier. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent cachées avant qu'ils puissent être remarqués. Et donc ça va très bien avec la notion de la grande prêtresse et des secrets, des mystères, de l'inconscient, etc. On rejoint un peu la notion de la lune, mais je trouve ça vachement élégant quand même. Pour le roi de pentacle, donc c'est deux champignons différents, c'est Terfesia boudieri et Terfesia claveri. Donc ce sont apparemment des truffes du désert. Ce n'est pas le genre des truffes, donc c'est pas le genre tuber, mais ça ressemble à la truffe. Et apparemment c'est produit en assez grande quantité, donc ça permet de faire un repas. Là où en général les vraies truffes, c'est juste des petits accompagnants, limite un parfum, c'est pas vraiment un repas. Donc ça a tout à fait sa place pour le roi de pentacle. Donc pour le 4 d'épée, on a la tête de moine qui est un champignon comestible, mais qui apparemment peut être facilement, qu'on peut confondre assez facilement avec un autre champignon qui lui est dangereux, provoque une paralysie du funnel. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, je vous mettrai ça en dessous. Donc je trouvais ça sympa parce que l'auteur dit, donc c'est un très bon rappel que même si c'est important de prendre le temps de se reposer et de contempler comme le font les moines, il faut être prudent à ne pas se paralyser et rester stagné pour trop longtemps. Et je trouve ça très sympa comme métaphore. C'est difficile à expliquer, mais c'est très sympa. On termine avec le 7 de pentacle, avec, je pense qu'on peut dire la truffe blanche. J'ai pas trouvé de nom en français, mais ça m'a l'air correct comme traduction. Et il y a une très chouette anecdote, c'est que c'est un champignon qui est très difficile à trouver et à cultiver, mais que comme il établit une relation mycorhizienne, donc symbiotique, notamment avec le sapin, eh bien il y a eu dans l'Oregon des productions qui faisaient à la fois des arbres de Noël et de la truffe blanche. Donc pour un 7 de pentacle qui est quand même la carte de l'investissement avant la maîtrise, je trouve que c'est vachement pertinent. Et voilà, on en a fini. J'espère que cette vidéo n'était pas trop longue. Moi, je trouve ça passionnant, donc j'ai beaucoup aimé le faire, même si c'est vraiment pas un tarot facile. Hein. Je l'ai tiré déjà pas mal de fois et je me rends compte que même si je l'ai déjà pas mal utilisé, les informations mettent du temps à entrer dans le cerveau. Ça demande vraiment du travail, ça demande de se poser,
J'ai déjà lu je sais pas combien de fois le livret, je l'ai retourné dans tous les sens. Mais voilà, je trouve ça passionnant. Je pense que sur ma chaîne, je deviens spécialiste des jeux sur les chats et sur les champignons. En même temps, c'est un peu un résumé de ma vie. Donc voilà, bah, dites-moi si vous connaissiez ce tarot ou si je vous l'ai fait découvrir. Dites-moi si vous l'appréciez, comment vous l'utilisez ou voilà, bah, dites-moi ce que vous en pensez tout simplement. Ici, je vais vraiment filer parce qu'il est déjà 11h15 et je dois absolument rentrer chez moi. J'habite à 1 heure d'ici. Donc il faut que je sache rentrer ce soir. Je vais faire des bisous à Mystère et puis me sauver. Bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, comme d'habitude. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous souhaite longue vie et prospérité.